Tu as raison. Je ne suis qu'une hallucination. Mais je viens de ce qui t'est le plus intime. Je suis un souffle secret, écoute-le. Je suis ton invitation au voyage. Je suis ton appel à retourner d'où tu viens. Parce que esprit, je le suis. Voyageur est notre condition, jusqu'à ce que nous retrouvions la terre d'où nous sommes nés, la terre de toutes les lumières. Prends les livres qui sont tout autour de toi, tourne leurs pages et nous suivrons la lumière, comme le soleil qui va vers le couchant. J'irai sur cette route et je serai tes yeux. Tu iras sur mes pas et tu seras ma voix. Lettre 7 d'Ismaël. Barthélemy, tu as raison, je t'ai trahi. J'ai trahi tous les miens comme tu le dis. Mais pas comme tu le crois. J'ai trahi parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Non, je ne m'excuserai pas. Non, je ne m'inclinerai pas. Mais tu as raison. Il y a eux, et tu sais que c'est pour cela que je ne détournerai pas mon regard de ma vocation. Et si je dois mourir pour cela, je n'hésiterai pas. Mais il y a eux, et Alizée. Tu sais comment tout cela a commencé. Tu sais pourquoi j'ai décidé d'agir. Hier encore, je les entendais répéter leur jérémiade à la télévision. On ne doit pas se laisser emporter par la rhétorique des djihadistes. Il faut rappeler les valeurs de la République, rappeler ce qui fait l'Occident des Lumières, la liberté, la fraternité, l'égalité. Ils me font bien rire. C'est quoi les Lumières? C'est quoi l'Occident? Ce monstre d'oppression qui lance des bombes et sème la mort sur les terres sacrées de Bagdad ou du pays de Cham pour le pétrole. Ces gouvernements corrompus qui ne pensent qu'en fonction de la valeur de l'argent et qui appellent ça capitalisme pour donner un label de qualité à ce qui n'est que du crime. Tu veux quoi? C'est ça, l'Occident. Des siècles de répression, d'impérialisme, de soumission des peuples et d'incrédulité. L'Occident, c'est l'athéisme, le tout est permis, qui donne une société sans repère. Tout le monde sait ce que c'est que l'Occident. Alors avec leurs histoires de liberté, de fraternité ou d'égalité, de droits de l'homme. Mais moi, je lutte contre ça. Tu comprends? J'ai découvert que dans la foi, il y a une fraternité plus forte, plus belle, dans et par l'esprit. Ma patrie est le pays de la vérité. Les fils de l'islam sont mes frères. Je n'aime pas plus l'arabe du sud que l'arabe du nord. Mon frère qui vit en Inde, tu es mon frère, comme vous mes frères des Balkans, d'Awaz et d'Aqsa, d'Arabie et de Tchétchénie. Si la Palestine hurle ou si l'Afghanistan pousse un cri, si le Kosovo ou l'Assam ou le Patani est lésé, mon cœur tend vers eux, brûlant d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il n'y a pas de différence entre eux, voici ce qu'enseigne l'islam. Nous sommes un seul corps, voilà notre heureuse croyance. Nous différons par la langue et la couleur, mais nous avons le même esprit. Voilà, Barthélemy, des paroles de vérité, de liberté, de fraternité et d'égalité. Voilà ce que ces menteurs d'Occident qui nous tuent tous les jours ne peuvent pas comprendre. Ah, je sais, tu vas me dire que je suis né en Belgique, que j'y ai grandi, que j'y ai été éduqué. Tu vas me sortir ces discours d'animateurs de rue ou d'émissions télé où on fait parler des mamans qui pleurent, les vieux du quartier qui se lamentent sur l'immigration ou des gamins qu'on fait jouer au basket pour qu'ils ne s'explosent pas. Mais il faut être au-dessus de tout ça. Je sais ce que tout le monde va me dire, je sais ce que tu vas me sortir, mais je ne suis pas de cet Occident. Je suis de cette communauté universelle, de cette communauté de l'esprit. Voilà ce que je me dis lorsque je regarde le soleil couchant. Voilà ce qu'étaient venus me dire eux dans mon sommeil, ce qu'ils me murmuraient à l'oreille quand j'étais seul dans les rues froides de Bruxelles, que je n'étais pas de ce monde-là, que je n'appartenais pas à cette terre maudite, que je devais rejoindre une communauté encore guidée par l'esprit, par l'inspiration prophétique. Voilà ce qui est juste, et voilà pourquoi je suis devenu l'ennemi de cet Occident, et il n'y a pas de compromis. Ce que je devais faire, tu le sais, c'était partir. Enfin quitter ces terres détestées d'Allah pour retourner là-bas, sur ces terres d'islam. Faire ma hijra, tel était mon chemin, ma vocation. Eux étaient venus me chercher comme l'archange Gabriel était venu auprès du prophète, la paix soit sur lui. Mais ils m'en ont empêché, là est leur liberté. Mais dans mon cœur, je sais où se trouve ma véritable demeure, et je sais où j'irai parce que je suis guidé par lui, et son regard est tourné vers Allah. Je ne dis ça qu'à toi, Barthélemy, parce que tu es le seul à le savoir.
Tu me connais assez pour me comprendre. Personne ne le pourrait, pas même mes frères de religion. J'en ai parlé un jour à un imam du quartier. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Je n'ai plus insisté, mais cela ne me fait pas douter. L'homme m'a dit que je devais renoncer à converser avec des djinns, car, à coup sûr, cela me mènerait vers l'égarement. Il n'a pas tort, mais il ne connaît pas eux. Il ne connaît pas son pouvoir. Il ne sait pas que eux est un guide pour moi, qu'il est l'appel vers le divin, vers Allah. Sans lui, je ne serais pas son serviteur. Mais il faut que tu me dises, Barthélemy, tu sais tout ce que je sais. Tu connais eux autant que moi. Tu partages mes visions comme mon indignation. Pourquoi ne veux-tu pas me rejoindre? Pourquoi ne veux-tu pas partager ma foi et mon combat? Nous sommes frères, que tu le veuilles ou non. Lettre 8 de Barthélemy. Ismaël, tu me surprends. Je devrais me révolter, je devrais te dénoncer, mais à quoi bon? Dans le même temps, je te reconnais bien là. Tu as raison, personne, parmi nous, ne peut comprendre ce en quoi tu crois. Eh oui, une chose me fait particulièrement mal. Je suis certain que tes frères de religion ne sont pas aussi proches que nous le sommes. Ça me désespère, mais c'est aussi pour ça que je ne renonce pas. Mais oui, tu as lâché le mot. Occident. Oui, c'est contre lui que tu luttes. Mais que sais-tu seulement de cet Occident dont tu as plein la bouche? C'est quoi ton combat? Et quel est ton ennemi? Qu'est-ce que tu deviens là-dedans? Qu'est-ce qu'on devient, nous, là-dedans? Ismaël, non, je ne serai pas ton préposé en déradicalisation. Je ne veux pas te répéter le même mantra pour que tu sois un bon garçon, pour que tu t'intègres, c'est ridicule. Mais trêve d'ineptie, entre toi et moi, il n'y a pas de grande différence. Tu sais bien que ton problème, ce n'est pas d'avoir été relégué au niveau professionnel, ce n'est pas d'avoir habité un mauvais quartier, ce n'est pas d'être un perdu de l'immigration. Toutes ces histoires ne te concernent pas vraiment. On est pareil, Ismaël. Moi, Barthélemy, et toi, Ismaël, on est les mêmes. Tu as raison, on est frères. Alors oui, je ne ferai rien de ce que la doxa bien pensante attendrait de moi. Non, quand je dis que tu nous as trahis, Ismaël, tu comprendras, au fil de mes propos, ce que j'entends par là. Et ces propos maintenant, Ismaël, maintenant que tu es là où tu es, tu devras les entendre. Tu verras que tu n'auras pas d'autre choix. D'abord, pourquoi ta haine de l'Occident? Pourquoi es-tu prêt au pire? Est-ce ta religion? Tu pourrais me le dire. Est-ce eux? Je ne sais pas. Mais si eux s'est manifesté, il faut que nous comprenions pourquoi. Il faut que nous comprenions pour quelles raisons. Tu m'as raconté comment eux s'étaient montrés à toi, dans les ruines d'une forêt à moitié incendiée. Nous l'avons tous trois entendu, Alizé également. J'en suis persuadé, tout comme toi. Mais ce ne fut pas ma première rencontre avec l'étranger. Je me suis longuement interrogé sur la raison de son apparition. J'ai douté, tu peux facilement l'imaginer. J'ai moi aussi été sujet à l'angoisse, à la sombre idée d'être la proie d'hallucinations, d'être même guetté par je ne sais quelle folie. Il m'a fallu déployer une énergie considérable pour éloigner ces ténébreuses pensées. Et ce qui m'y a aidé, ce n'est autre que lui-même. Et aussi cette pensée obsessionnelle selon laquelle rien ne peut demeurer sans clarification, sans cause rationnelle. Je suis de cette vieille école qui considère qu'il y a une raison, une intelligibilité derrière les événements, quels qu'ils soient, et en m'interrogeant sur son apparition, sur la manière dont il a bouleversé chacun d'entre nous, je ne peux m'empêcher de penser que ce qu'il a remis en question, c'est précisément ce que nous considérerions comme acquis. Et à vrai dire, ce qui était tellement acquis que nous ne le concevions même pas. Nous étions comme des poissons dans l'eau, ou plutôt comme des têtards qui ne réalisaient pas dans quelle mare ils barbotaient jusqu'au jour où il nous est apparu. Cela nous a fait un choc, mais peut-être nous fallait-il ça pour enclencher une métamorphose. Je ne crois pas que celle-ci soit encore achevée. Au contraire, elle n'en est qu'à ses débuts. Mais de quoi nous sentons-nous nous sortir, Ismaël? Quelle peau morte nous faudrait-il quitter? Il m'est apparu de plus en plus évident que ce que nous remettions en question, ce qui commence à entrer en ébullition en nous, ce n'est autre que ce monde dans lequel nous sommes, ou plutôt devrais-je dire, de cette vision du monde. Tu sais, Ismaël, à ce sujet, il y a autant de conceptions du monde qu'il n'y a de personnes et de cultures. Il n'est pas possible de ne pas en avoir. Elles font partie de nous, elles nous entourent comme l'air que nous respirons. Et de la même manière que la lumière venue de l'extérieur se colore en traversant les vitraux d'une cathédrale, le monde extérieur prend valeur à nos yeux en passant par les filtres qui font de nous ce que nous sommes. S'agit-il pour autant d'une malheureuse fatalité? Je ne le crois pas. Depuis toujours, en tout temps, en tout lieu, les hommes n'ont jamais cessé, consciemment ou inconsciemment, de vouloir comprendre la réalité en lui donnant un sens. Ils ont pour cela créé des mythes, des légendes, d'impressionnantes œuvres d'art, de grandes constructions philosophiques et scientifiques. Et il ne faudrait pas croire que tout cela ne concerne que des philosophes, des artistes ou des scientifiques. Non, elles font partie de nous. Nous en avons besoin, comme de l'air que nous respirons.
Un grand esprit de la Renaissance, un certain Paracels, l'avait parfaitement compris. Il insistait déjà pour que le médecin acquiert, pour lui-même et pour son patient, une vision de sa maladie. Paracels avait compris que donner une vision subjective des choses, ou donner du sens aux épreuves du mal et de la cure, était le moyen par lequel il est possible pour nous d'avoir une prise sur le réel et sur nous-mêmes. Sans image du monde, nous ne disposerions d'aucune boussole. Et pourtant, c'est cette nécessité, cette atmosphère que E est venu bouleverser. Il est venu y faire un trou à travers lequel un grand courant d'air fait office d'appel. C'est un peu imagé, j'en conviens, mais laisse-moi te raconter comment tout cela s'est passé. Parce que c'est ça que je dois te dire, c'est cela que nous cherchons, toi et moi, Ismaël. C'est cette métamorphose qui doit se faire. Et je ne voudrais pas nous voir dépérir parce que nous n'aurions pas su sortir d'une peau qui se meurt. Cependant, je sais aussi que, pour se métamorphoser, la chenille ne peut faire l'impasse sur sa propre lise. As-tu d'ailleurs la moindre idée de ce en quoi cela consiste ? Eh bien, le petit animal gigote. Il s'attache sur un brin d'herbe, s'expose à tous les dangers. Anxieuse, la chenille se contorsionne et s'enroule dans un cocon de soie. Là, immobilisée pour des semaines, voire des mois, autant dire, en rythme d'insecte, une éternité. Elle prend son temps. Mais qui, de l'extérieur, se douterait des secrets de sa métamorphose ? La petite chenille, dans sa temporalité suspendue, se déverse sur elle-même le suc de sa propre autodigestion. C'est comme si toute son énergie passait dans ce mouvement d'auto-analyse, de dissolution de tout ce qui était tenu pour acquis, tout ce qui faisait d'elle une petite chenille, se tortillant et dévorant feuille après feuille. Tout son être et, avec elle, tout son monde se dissout sous sa propre action, lentement, scrupuleusement, mais sûrement. Et sais-tu ce qui est le plus remarquable, Ismaël ? Selon moi, c'est certainement que, dans sa métamorphose, la petite chenille ne court pas vers son avenir de papillon en faisant fi de son passé. Ce n'est qu'en s'autodigérant, qu'en se retournant sur elle-même dans une torpeur apparente que la petite larve s'ouvrira à son avenir. Pourquoi est-ce que je raconte tout cela ? Tu t'en doutes, probablement. Nous sommes comme la chenille. Comme elle, le temps doit se suspendre. Pour changer, nous ne pouvons faire l'impasse sur le passé, Ismaël. Comme elle, il faut que nous le digérions. Il faut que nous passions du temps à nous retourner sur notre peau que tu veux voir mourir. Il faut que ce qui sort de notre bouche, ce qui entre dans nos oreilles, que le suc du verbe qui nous permet de digérer le monde, s'attaque à ce passé, cette gangue dans laquelle nous sommes et que tu appelles l'Occident. Je ne parle pas tellement ici de démocratie, de politique, d'économie de marché, de liberté individuelle. Je ne parle pas de pays en particulier, ni des États-Unis, ni de l'Europe, ni de l'Alliance Atlantique. Parce qu'après tout, contre quoi se déverse ta bile ? Contre qui lancer les bombes ? Contre nos dirigeants corrompus ou contre chacun d'entre nous ? À moins que ce soit bien plus, ton aversion est peut-être plus vaste. Es-tu devenu l'ennemi de cet Occident comme civilisation, contre la philosophie des Lumières, contre l'importance accordée à la liberté, à la dignité humaine, aux sciences et plus profondément encore, contre sa sécularisation, contre son détournement des valeurs divines ? Mais au fond, Ismaël, de quel héritage es-tu l'ennemi ? De cet héritage grec, de ces philosophes, les premiers à chercher une explication du monde indépendante de l'arbitraire des dieux et des mystères de la mythologie ? Ou plutôt s'agit-il du legs romain, avec ses principes de l'état de droit si chers aux valeurs occidentales, ou alors est-ce contre son héritage chrétien, cet héritage qui a défini un espace commun et une identité commune pendant plus de 1000 ans, la chrétienté dont les frontières correspondront à ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe ? C'est cela, contre cette Europe chrétienne qui devint cet Occident moderne avec son capitalisme mondial. Contre quoi va ta haine ? Jusqu'où s'abat ta vengeance ? Ton ennemi, Ismaël, l'Occident, a-t-il seulement une identité cohérente ? Il a autant été despotique, monarchiste, religieux, intégriste, fanatique, démocratique, antidémocratique, libertaire, impérialiste, sioniste, antisémite, source du communisme comme du capitalisme, traditionnaliste, moderniste, postmoderne, clérical, anticlérical, oligarchique, totalitaire. Bref, je pourrais multiplier à l'infini les qualificatifs. Contre quoi te bats-tu ? J'ai l'intime conviction que tu ne sais pas toi-même contre quoi tu prétends vouloir faire la guerre. Dans le fond, ce mot « Occident », ce n'est pas la démocratie, ni les droits de l'homme, ni la raison ou la liberté que tu assimiles à la licence. Ce n'est qu'un mot, et pourtant bien plus que cela, une vision du monde. Elle a ses origines, son développement et ses frontières. Un monde qui est devenu notre monde. Et c'est contre cela que tu es en guerre, dis-moi. Est-ce cela, cette chose informe, impalpable contre laquelle tu voudrais déverser ton ressentiment ? Est-ce de ce monde que tu voudrais sortir comme le papillon sort de sa chrysalide ? Tu ne me répondras pas. Je le sais. En attendant, dans ce long moment suspendu, je l'ai interrogé, lui, tu sais qui ? Laisse-moi te raconter comment.
C'était un jour d'automne, une de ces journées indéterminées au cours de laquelle les nuages se battent avec le soleil déclinant pour embraser le ciel, qu'Alizée me donna rendez-vous. Nous devions nous voir au 144 rue des Sceaux. Je ne savais pas où se trouvaient les lieux, mais j'eus bien vite l'occasion de l'apprendre. À l'heure prévue, j'étais devant l'entrée, personne. Je ne m'en rendis pas compte tout de suite, mais l'adresse était celle d'une bibliothèque. Du moins était-ce ce qui était inscrit sur un petit écriteau doré, à peine visible, sur la porte. Drôle d'endroit pour se donner rendez-vous. J'étais bien trop curieux, cependant, pour ne pas résister à l'envie d'entrer. Tu sais que je ne résiste pas aux livres, et puis la porte était ouverte. Après tout, il n'y a rien d'inquiétant dans une bibliothèque, les livres n'ont rien de dangereux. Enfin, du moins, était-ce ce que je pensais avant d'entrer. Je n'avais jamais vu ce bâtiment. Apparemment, si Alizée avait cherché à m'impressionner, c'était réussi. Tout dans cette noble maison de maître à la bruxelloise respirait le poids du passé, comme je l'aime. Le style art nouveau, sa porte cochère en vieux chêne massif, ses murs aux gravures surannées, son sombre corridor étroit, même la dame de l'accueil semblait tout droit sortie d'un musée de taxidermie. Elle ne daigna d'ailleurs pas lever la tête à mon passage. Était-elle vieille, ou jeune, jolie, ou laide? Je ne le sus jamais. Tout ce que je pus dire d'elle, c'est qu'elle était trop absorbée par sa lecture pour prendre conscience de sa clientèle. D'ailleurs, les gens qui lisaient sur les vieilles tables en bois étaient tout autant absorbés par leur lecture. Personne ne parlait, personne ne levait les yeux, ne serait-ce qu'une seconde pour respirer un peu entre deux plongeons en apnée livresque. Les livres de cet endroit auraient-ils des sortilèges inconnus qui capteraient le regard et le maintiendraient prisonnier aussi sûrement qu'une mouche dans une toile d'araignée? Pour ma part, je ne me mis pas tout de suite à lire. Il ne s'agissait pas de faire l'original, non, loin de là. Tout mon esprit était bien trop préoccupé par l'arrivée d'Alizée, et elle n'arrivait pas. Que veux-tu faire en ces instants d'ennui lorsque la personne attendue pareillement au Messie n'arrive pas? On fait n'importe quoi. Dans l'attente, on ne supporte pas l'attente. Alors je pris un livre qui se trouvait là sur la table, n'importe lequel, le premier qui me vint sous la main, et je l'ouvris au hasard. Tiens, une remarque. Il paraît que choisir une page au hasard dans un livre ou des livres est une pratique de divination. Pouvais-je être fixé quant à mon avenir? Tout ce que je trouvais se limita à quelques vers de Baudelaire à propos du voyage qui me laissèrent perplexe. Si pratique de voyance il y a, alors je n'étais pas plus avancé. Je repris donc d'autres livres pour peu à peu me plonger moi aussi dans l'écrit en attendant sa venue. Papillonnant d'un bouquin à un autre, lisant entre les lignes quelques pages ou quelques phrases, je me rendis compte que toutes mes lectures aléatoires avaient la même teneur. Tout semblait ficelé. Trop de coïncidences. De plus, Alizée n'arrivait pas. D'ailleurs, elle n'arriverait plus, vu l'heure. Et mieux encore, je ne l'avais même pas remarqué. J'étais seul, enfermé dans la salle de lecture, alors même que la bibliothèque était bel et bien fermée. Dans cette situation, le premier mot qui me vint spontanément, tel le cri d'un nouveau-né fut « Bravo, moi aussi, j'avais tellement été absorbé par les livres que je n'avais même pas vu le temps passer. » Tout s'était évanoui, comme si j'avais été emporté, l'espace de quelques instants, dans un autre monde. En attendant, personne n'était venu me réveiller. Me voilà fin, ici, tout seul, pas de téléphone en poche, sans aucun moyen de contacter l'extérieur, prisonnier de cette cathédrale de livres. Captif, dans cette prison de papier-carton, qu'avais-je à faire sinon à en contempler ces innombrables barreaux? Je dus bien admettre, cependant, que cette geôle avait quelque chose d'extraordinaire. Peut-être ce sentiment de ne pas être prisonnier justement, mais plutôt d'être à l'abri du monde extérieur, l'espace d'un instant, en sécurité, dans un lieu privilégié, cette cathédrale de livres à proprement parler. Je n'avais pas bien mesuré, en entrant, combien le bâtiment de l'intérieur pouvait être gigantesque. Les étagères remplies de bouquins de tous les âges montèrent jusqu'à une dizaine de mètres au-dessus du sol pour rejoindre les étages supérieurs ouverts en leur centre. Cet endroit, dans la pénombre du soir, était le royaume parfait du vieux bibliothécaire, fui par les hordes de jeunes gens amoureux de la vie, préférant le soleil au papier vieilli. J'étais dans un univers de contes, seulement fréquenté par quelques rares personnes, curieuses d'antiques secrets et de vieilles légendes dont notre histoire regorge. Personnellement, je n'avais rien contre cette atmosphère assez pittoresque au reste. Le monde des livres a toujours quelque chose de plus rassurant que la vie dite réelle. Ici au moins, rien de ce qui est dit ne se passe vraiment. Enfin, n'est censé se passer, du moins, l'imaginais-je naïvement. Je n'avais donc plus rien à faire, sinon attendre, dormir ou lire. Rien ne pouvait arriver en cet endroit désert, mais j'aurais dû me douter que souvent, en ces heures creuses, survient l'inconnu. Et de fait, fût-ce le sommeil qui m'emporta ou une hallucination.
Au-dessus de moi, je vis, les yeux ouverts béatement, le haut plafond s'effacer très progressivement, les planches de bois auxquelles pendait un lustre de très grande valeur disparaître progressivement, laissant voir la profondeur nocturne d'un ciel serein et étoilé. La toiture ouverte sur la nuit, les murs remplis de leurs livres pouvaient s'élever pour se perdre ainsi dans l'infini du ciel. La vue de ce spectacle me ravit. Jusqu'où pointait en ces cimes de savoir, cela devait être un rêve, un splendide rêve, avec son univers enchanté tel qu'on ne voit jamais dans la réalité. Rêve ou réalité? Ça y est, une voix, j'étais gagné par les songes, complètement désorienté, j'étais bel et bien dans la bibliothèque, j'étais seul avec mes livres, et je ressentais sa présence. Étais-je en train de devenir fou? La voix sortit de nulle part, prit corps en face de moi, je pus alors voir distinctement son visage. C'était incroyable. J'ai pensé une minute que vous m'aviez joué un tour, toi et Alizé, que vous aviez tout manigancé pour me faire tomber dans ce piège grotesque. Et puis, non, ça ne pouvait pas être cela. Tu n'aurais jamais fait une chose pareille, et Alizé non plus. Et pourtant, l'homme qui se tenait en face de moi, était-ce eux? J'avais une sensation étrange, comme si c'était bien cet énigmatique inconnu, et en même temps une toute autre personne aussi familière que toi. Plus étrange encore, il était là sans être là. Non pas qu'il soit psychologiquement absent, son absence était tout autre, un peu comme s'il ne s'agissait que d'un hologramme, que d'une image d'un être véritable, qui serait bien ailleurs. Je n'avais jamais vécu une pareille expérience, entre la veille et le rêve, en contact avec une présence. Un moment, j'ai pensé délirer complètement, puis je me suis dit qu'il devait s'agir d'une sorte d'expérience paranormale, une rencontre du troisième type, en face d'un fantôme, car après tout, eux étaient peut-être morts, et ce que j'avais devant moi ne serait que son ectoplasme ou son corps astral. En tout cas, il était là avec son beau visage, jeune et fin, ses cheveux noirs légèrement ondulés, son regard à la fois clair, mais aussi sombre qu'une nuit de pleine lune, sa peau un peu basanée, cet air à la fois curieux et mélancolique. N'y tenant plus, entre angoisse et curiosité intriguée, je me suis mis à lui parler. Oui, tu as bien lu, à lui parler. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Il ne répondit pas. Ma voix semblait le traverser comme une simple vibration. Alors, pour m'assurer une dernière fois qu'il ne s'agissait que d'une image sans vie, je lui répétais la question avec insistance. Alors il a parlé. Je n'ai entendu qu'une voix humaine, la voix incertaine d'un homme qui semblait aussi perdu que moi. Il me dit son nom, et après tout, pourquoi encore le cacher? Oui. Comme Elienzis. Une onde issue de ton imagination. Ton esprit voyageur. Je le regardais sans comprendre. Quel était le sens de ces propos étranges? Toi, tu es Barthélemy. Tu restes à terre dans l'obscurité de cette sombre bibliothèque avec tout ce papier. Moi, je ne suis qu'un vent léger, une vie d'idées. Elienzis, dis-je en le fixant dans la profondeur de son regard. De longues minutes passèrent sans que je ne trouve quoi dire, tellement la situation me paraissait surréaliste. Elienzis, qu'est-ce que ça veut dire? Repris-je un peu bêtement, ne sachant vraiment pas par où commencer. Je ne comprends rien. Pourquoi es-tu venu me trouver? Il n'y a que toi qui possèdes les réponses aux questions que tu me poses. Comment pourrais-je le savoir? Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne le sais même pas pour moi-même. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes tous deux enfermés ici. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un a besoin de moi. Tu n'es qu'une apparition, un fantôme, une émanation déraillée de mon cerveau en pleine surchauffe. Tout ce qui pour moi est véritable est cette certitude d'être enfermé. Tout ce qui est réel pour moi est cet amoncellement de livres. Il n'y a rien d'autre. Elienzis regarda tout autour de lui pour ne voir que les sombres étagères encombrées d'ouvrages qui, silencieuses, semblaient attendre quelque chose ou quelqu'un. Tu as raison. Je ne suis qu'une hallucination. Mais je viens de ce qui t'est le plus intime. Je suis un souffle secret, écoute-le. Je suis ton invitation au voyage. Je suis ton appel à retourner d'où tu viens. Parce que esprit, je le suis. Voyageur est notre condition. Jusqu'à ce que nous retrouvions la terre d'où nous sommes nés, la terre de toutes les lumières. Qu'était-ce que cette étrange réponse? Elienzis, répétai-je un peu plus déstabilisé. Je n'ai rien, il n'y a personne qui puisse m'aider. Complètement sidéré, je perdis toute capacité de parler. Mes pensées se bousculaient dans ma tête, et puis, sans savoir comment, mes soubresauts intérieurs se calmèrent. Je me tournai vers tous ces livres qui nous entouraient, et qui semblaient briller d'une étrange lueur, pour reprendre. Il n'y a rien ici, si ce n'est ces témoignages à jamais figés dans l'encre sur papier. Oui,
D'ailleurs, il nous faut partir. Partir, nous allons quitter la bibliothèque. Prends les livres qui sont tout autour de toi. Tourne leurs pages et nous suivrons la lumière, comme le soleil qui va vers le couchant. J'irai sur cette route et je serai tes yeux. Tu iras sur mes pas et tu seras ma voix. Ismaël, je ne compris rien à son discours. On aurait dit qu'il venait d'un autre âge. Pourtant, une intuition me disait de ne pas rester sourd à ses propos. Elle me disait de faire confiance à cet être étrange, à mon état de demi-veille, à cette situation invraisemblable. Nous sortirons de notre exil. Nous retournerons vers la lumière. Sur ces dernières paroles, Elienzis disparut. Je me retrouvais seul, mais quelque chose avait changé. La bibliothèque n'était plus exactement celle que j'avais trouvée à mon arrivée. Les livres, la lumière, l'atmosphère, tout était différent. Un voile était levé entre deux mondes. C'est ainsi qu'un étrange voyage avait commencé.